Alors la rupture dans le centralisme, elle n'a pas eu lieu parce que le roi reste l'institution centrale déterminante dont procèdent tous les autres pouvoirs. La transition démocratique, elle est proclamée. Le roi et l'appareil de gouvernement ont proclamé un certain nombre de changements dans la gouvernance. Mais il est clair que même s'il y a une meilleure volonté de respecter les formes, les droits de l'homme, les procédures, par exemple le processus électoral, les dates, les échéances, d'enseigner la culture des droits de l'homme aux forces de l'ordre, il n'y a pas eu de rupture dans la ligne qui est fixée par le Marzen, par l'appareil d'État, et vers lequel remontent tous les pouvoirs, qu'ils soient juridiques, juridictionnels, législatifs ou exécutifs. Donc de ce point de vue, et religieux bien sûr. Donc la rupture, elle est au niveau de la forme plus qu'au niveau du fond. Et le roi Mohamed VI est un roi qui n'est pas très présent sur la scène intérieure. Il s'exprime peu auprès de son opinion publique. Il est très présent à la télévision, mais on le voit assez peu dans les médias. Et parfois, il n'est pas au Maroc pendant plusieurs semaines. Alors, ça c'est la réalité apparente. La réalité du pouvoir, c'est qu'il contrôle, c'est qu'il nomme, c'est qu'il délègue, c'est qu'il révoque. Mais il est bien évident qu'il n'est pas seul et qu'il y a autour de lui plusieurs dizaines d'hommes qui sont des conseillers plus ou moins proches. Il y a un premier cercle, un second cercle, etc. Et ce sont ces conseillers qui, avec lui, dans l'échange collectif ou bilatéral avec le roi, décident de la marche des affaires. Donc c'est un système très centralisé, mais évidemment qui ne repose pas sur une personne. Pour ce qui est des changements dans la société, il y a eu un changement dans la liberté d'expression, puisque les médias, on ne peut pas dire qu'il y a une liberté de la presse extraordinaire, mais il y a malgré tout des progrès qui ont été enregistrés. Il y a moins de peur dans l'opinion de s'exprimer. Donc de ce point de vue-là, il y a plus de transparence aussi. C'est vrai que le nombre d'informations qui circulent dans le pays est beaucoup plus conséquent et sur des choses essentielles. Je parle par exemple de l'entourage du roi. Il y a eu une réforme qui a été faite, la réforme qu'on a appelée de la Moudawana, c'est-à-dire du code, qui a rétabli une presque égalité juridique entre les hommes et les femmes. Mais cette égalité en droit, elle ne se traduit pas tout de suite par une égalité en fait. Il y a des réformes qui ont été annoncées, je pense à l'éducation, mais la réforme de l'éducation reste très loin des objectifs promis, de même que la réforme, en fait c'est les grandes réformes de société qui posent problème, la réforme de l'éducation, la réforme de l'université et la réforme surtout de la santé publique. De ce point de vue-là, il y a des bonnes intentions, mais on reste loin de la coupe aux lèvres parce que les enjeux, les défis sont très importants à relever et à ce jour, on est encore loin des résultats escomptés. Les relations du Maroc avec la France restent tout à fait optimales en dépit du changement de présidence en France et des petits moments de flottement qu'il y a eu après l'élection du président Sarkozy. Mais le Maroc, de toute manière, est contraint un petit peu à des choses très complexes dans le domaine des relations internationales, puisqu'il doit à la fois garder un très bon contact avec les Occidentaux, les États-Unis, l'Europe, la France, l'Espagne, évidemment. Il a plutôt amélioré ses relations avec l'Espagne. Bon, toute proportion gardée. Il doit garder aussi des très bons contacts avec les puissances du Golfe, l'Arabie Saoudite et ses bailleurs de fonds et aussi ses bailleurs en quelque sorte idéologiques que sont les monarchies arabes du Golfe, tout en ayant un contact privilégié avec Israël, ce qui n'est pas évident. Et en même temps, tous ces contacts internationaux sont pour lui des moyens de se projeter, de se renforcer, d'obtenir des financements, d'obtenir un soutien militaire, politique, etc. Mais dans ces deux combats qui sont d'une part la reconnaissance internationale de la marocanité des provinces du Sahara, des provinces du Sud pour le Maroc, mais qui ne le sont pas en droit international, et d'autre part ses relations avec l'Algérie, qui sont très complexes puisque la frontière est fermée et le Maroc fait très fortement pression pour une réouverture. Donc il espère que ces bonnes relations au niveau international vont lui permettre de régler ces deux problèmes qui sont presque internes et qui sont vitaux pour lui. La transition, c'est un discours, c'est une volonté. Elle a été proclamée comme une nécessité pratiquement publique après le très long règne de Hassan II et ce qu'on avait appelé les années de plomb. Donc c'est un discours. C'est aussi il y a une volonté de rupture incontestable, je le disais, dans la gouvernance.
Maintenant, il est bien évident que cette rupture que certains à l'étranger notamment espéraient comme une transition à l'espagnol, c'est-à-dire la démocratisation d'une monarchie, sauf qu'en Espagne, on est passé d'un État autoritaire militaire à une monarchie démocratique. Là, on reste fondamentalement dans un système monarchique centré autour de la personne du souverain. Et il est évident, 10 ans après, que la volonté de partager le pouvoir, la volonté de partager et de séparer les pouvoirs n'est pas au rendez-vous. On en parle, on parle de réforme de la Constitution, mais pour l'instant, ce sont des mots. Donc, il faut séparer le fond et la forme.